75% du CAC 40 et on est à peu près à 10 millions de chiffre d'affaires pur conseil. C'est-à-dire qu'on ne fait pas de réalisation ni de revente de produits ou de services quelconques. Et on a une existence depuis 25 ans. On sévit dans le milieu de l'IT en France et à l'international. Et notamment, on sévit sur différents thèmes qui sont le cloud et les infrastructures, les espaces digital workspace, donc équipement des collaborateurs, la dimension réseau cybersécurité. Et ce que l'on va retrouver aujourd'hui, c'est dans les accélérateurs. Donc, ce sont les sujets qui sont des fois un petit peu moins matures chez les clients, qui demandent un peu plus d'efforts. On a décidé de créer ces accélérateurs sur la dimension smart building. On voit qu'il y a de plus en plus d'enjeux autour de ces questions-là, la partie data, numérique responsable et la partie IoT. Donc, c'est les grands domaines sur lesquels nous intervenons auprès de nos clients dans une démarche de conseil et d'assistance à maîtrise d'ouvrage. Voilà, et très rapidement, voilà, on intervient sur des missions de veille, des missions d'études, de stratégie, l'organisation d'événements et de communautés annuelles ou éphémères sur certaines thématiques en fonction des demandes de nos clients. Si on regarde maintenant dans le vif du sujet, on a prévu cet agenda-là. C'est pourquoi maintenant? Pourquoi se préoccuper du smart building un peu plus aujourd'hui que ce n'était par le passé? Les évolutions de la réglementation et en quoi elle impose aussi ce changement de paradigme, les quelques référentiels sur lesquels on peut s'appuyer pour labelliser son bâtiment. Et puis on reviendra sur une architecture macro, hein, vraiment très macro, high level, des grandes briques à prévoir dans son bâtiment pour demain. Et puis un exemple de parcours utilisateur pour faire le lien entre la partie technique et la partie utilisateur. Et puis on fera un petit focus quand même, parce que ce n'est pas un sujet facile, le smart building, sur les quelques difficultés. Et puis on vous proposera de discuter des prochains échanges qu'on pourrait avoir autour d'un webinar, en faisant du coup des webinaires beaucoup plus ciblés. Donc là, c'est une dimension plus générale, présentation, avec les grands enjeux. Et l'idée, c'est après, par la suite, de travailler plutôt sur des webinaires sur lesquels ils sont beaucoup plus ciblés sur des problématiques techniques ou d'usage que vous pourriez avoir. Donc pourquoi maintenant? Pourquoi se poser la question? En fait, pas mal de choses bousculent la donne côté smart building. Première chose, je pense que vous êtes tous au courant, il y a eu la phase de Covid qui a bouleversé les modes de collaboration. Donc, on est passé d'un modèle où on était beaucoup présent au bureau, à part quelques personnes dans l'organisation, type commerciaux, qui se déplaçaient beaucoup, qui étaient peu présents au travail. Là, c'est vraiment l'évolution vers un modèle hybride, c'est-à-dire qu'on est présent sur un site ou éventuellement plusieurs sites, mais on travaille aussi depuis la maison, depuis des cybercafés. Et donc, c'est cette flexibilisation du mode de collaboration. Hein, on a souvent des ratios avec nos clients, suivant les types de population. On nous dit, bah voilà, finalement, pour mon équipe, j'ai besoin finalement de la moitié de postes de travail. Ça suffit parce que la moitié à distance. Et puis, il y a une organisation qui est faite au cours de la semaine qui est optimisée pour cela. Donc, l'évolution des modes de travail plutôt hybrides, le développement des services de collaboration, et ça s'est vu notamment avec la phase Covid, même avant, déploiement des solutions collaboratives du type Teams, du type Google aussi et d'autres qui permettent de travailler plus facilement à distance. Le fait de se dire qu'il y a des nouveaux sièges qui apparaissent ou des rénovations de bâtiments, et c'est de se dire, bah tiens, c'est l'occasion aussi de travailler sur des axes d'optimisation, d'innovation, de nouveaux services mis à disposition des utilisateurs. Typiquement, on travaille aujourd'hui sur plusieurs bâtiments. Il y en a un, voilà, l'idée c'est de dire qu'il y a 50 000 badges par utilisateur dans le bâtiment. Bah, comment on rationalise ça? Comment on utilise au mieux son smartphone, qui est l'outil par excellence pour tous les utilisateurs du bâtiment, pour digitaliser les expériences, l'arrivée sur le site, les départs, etc. La réglementation française, donc on va revenir dessus tout à l'heure, je ne m'appesantis pas dessus. Et puis on a le coût de l'énergie qui devient de plus en plus important, une volonté et une obligation réglementaire de maîtriser cette consommation d'énergie. Et enfin la crise environnementale qui pousse aussi à avoir une démarche beaucoup plus sobre, optimisée en termes d'usage et de déploiement des infrastructures. Donc c'est dans ce contexte-là que Maxime a bien détaillé qu'on trouve les bâtiments intelligents. Mais, finalement, qu'est-ce qu'un bâtiment intelligent? Là, j'ai repris une définition de la direction régionale et interdépartementale de l'environnement et de l'énergie, de l'Île-de-France, qui dit que un smart building va correspondre à l'intégration de solutions actives et passives de gestion énergétique, visant à optimiser la consommation, mais également à favoriser le confort et la sécurité des utilisateurs du bâtiment, tout en respectant la réglementation en vigueur. Donc je pense que c'est une définition qui va vraiment venir englober tout ce qui va tourner autour d'un bâtiment intelligent. Donc un peu ces 6 principes que je vais vous présenter. Donc en commençant par le contrôle centralisé, des opérations du bâtiment. Donc que ça soit la gestion de la sécurité, donc un système centralisé pour surveiller et contrôler l'accès. La gestion des ressources aussi, donc une gestion centralisée de tout ce qui est électricité,
eau, etc. Et l'optimisation aussi de l'utilisation de ces ressources, et également la planification des espaces. Donc vraiment centraliser toute cette, surveillance de l'occupation pour permettre de mieux allouer les ressources. Ensuite, on a la partie aussi automatisation et coordination de ces équipements. Donc on va venir, pouvoir contrôler, les équipements intelligents ou pas, donc grâce à des capteurs pour pouvoir automatiquement ajuster, les chauffages, la climatisation et pour avoir un confort justement et une efficacité énergétique. On va également venir, adapter l'éclairage en fonction des personnes qui sont présentes sur place, en fonction de l'éclairage, naturel. On va aussi gérer automatiquement les équipements du bureau, donc que ça soit un contrôle automatisé de ces équipements pour réduire la consommation énergique ou pour justement, optimiser ou permettre un confort des utilisateurs. Ensuite, dans un bâtiment intelligent, on va pouvoir communiquer avec ces équipements pour pouvoir les contrôler, les modifier ou les surveiller. Donc ça peut être, par exemple, le contrôle de stores intelligents, donc ajusté automatiquement en fonction de plusieurs paramètres qu'on va prédéfinir. Ça peut aussi être, la gestion automatisée, d'équipements, de sécurité. Donc un contrôle à distance des caméras de surveillance, du contrôle d'accès. On peut aussi, gérer, à distance, tout ce qui tourne autour du chauffage aussi, que ça soit par automatisation ou une gestion directe à distance et aussi une adaptation automatique, des paramètres de ces équipements. Ensuite, on va faire tout cela pour, justement maximiser le confort de l'utilisateur. Donc que ça soit pour un confort plus physique, donc intégrer et vraiment adapter le climat intérieur pour faire en sorte que l'utilisateur ait un confort optimal. Donc des réglages qui peuvent être individuels ou pas, via des applications ou autres, ou des automatisations justement de ces, paramètres. On peut aussi faire une gestion, plus ou moins intelligente des espaces de travail. Donc on va adapter automatiquement, les espaces de travail en fonction des, habitudes des personnes sur place. On va pouvoir allouer des ressources. On va aussi, pouvoir, réserver, des salles de réunion, des bureaux, des salles d'atelier. Donc tout ça pour favoriser en fait ce confort de l'utilisateur, que ça soit un utilisateur, hem de type employé d'une entreprise ou autre. On va aussi, pouvoir faire cette gestion, de ces espaces et pouvoir faire un contrôle aussi à distance de ces espaces et de cette gestion des ressources. Ensuite, on a aussi toute la partie, énergie qui est d'autant plus importante dans un smart building et vu le contexte actuel. Donc on va venir vouloir optimiser cette consommation d'énergie et surtout réduire les coûts opérationnels. Donc on va, chercher à gérer, cette consommation, à utiliser, des algorithmes peut-être avancés pour, prédire des besoins futurs, pour, analyser, les habitudes de consommation et pouvoir tout optimiser derrière. On va aussi chercher à récupérer des énergies qui n'ont pas été utilisées, à pouvoir, créer une circularité justement de ces énergies et aussi, dynamiser toutes les utilisations, savoir en fonction des habitudes des gens, comment régler, un chauffage, une climatisation, quand, allumer la lumière, à quel moment éteindre les chauffages. Donc toute cette automatisation qui va justement pouvoir, permettre d'optimiser cette consommation, énergique et enfin, il y a aussi toute la partie maintenance, donc ça va nous permettre aussi de simplifier l'ajout de nouveaux composants et de nouveaux services et faciliter cette maintenance. Donc en ayant un bâtiment intelligent avec une gestion et un monitoring centralisé, on va pouvoir avoir une infrastructure qui est flexible et dans laquelle on peut rajouter des nouveaux services au fur et à mesure de l'évolution des besoins, de l'utilisateur et on va aussi pouvoir, faire une surveillance à distance, que ça soit de capteurs, de type, IoT ou d'autres types de capteurs et faire de la maintenance préventive ou, même, réactive en temps réel à distance et enfin avoir des plateformes, sur lesquelles on va pouvoir tout surveiller, tout monitorer et faciliter, cette maintenance-là. Merci Iman. Maintenant, on va regarder l'impact de la réglementation et les obligations à respecter côté bâtiment.
Donc on a un contexte, légal et des obligations en France qui sont, nombreuses, mais on dénombre 2 décrets importants qui viennent, s'inscrire dans, toutes ces démarches de rendre nos bâtiments intelligents. Donc on a le décret tertiaire qui, va venir, obliger ou s'appliquer aux propriétaires et aux locataires de bâtiments de type tertiaire. Donc c'est assez spécifique, d'une surface supérieure à 1 000 m², qui vont être obligés de réduire leur consommation d'énergie, sur une base et sur, une base échelonnée entre 2030 et 2050. Donc cette consommation doit être réduite, de 40 d'ici 2030, 50 d'ici 2040 et 60 d'ici 2050. Donc c'est, une réduction qui va se baser sur une année de référence qui est prédéfinie. Donc c'est quelque chose qu'on va prédéfinir entre l'année 2010 et 2020 et voilà, donc ça concerne les activités tertiaires, c'est très important, et ça concerne, les surfaces qui sont supérieures à 1 000 m². Ensuite, on a le décret Bax, qui est un décret, qui va venir, s'appliquer à, tous les propriétaires de bâtiments neufs et existants, qui, va obliger, les propriétaires à, mettre en place un système de contrôle, donc un système de contrôle, du bâtiment de classe B. Donc c'est une classe spécifique, qui est définie avec des critères très, très spécifiques et très détaillés dans ce décret, et ce d'ici janvier 2025. Donc ça va s'appliquer si la puissance, des équipements va dépasser une certaine puissance, nominative qui est de 290 kilowatts. Si, c'est des puissances qui sont un peu plus basses, donc qui dépassent les 70 kilowatts, on va jusqu'à, 2027 pour cette deadline. Donc ça va concerner les nouveaux bâtiments. Qu'est-ce qu'un nouveau bâtiment? Pour ce décret-là, c'est des bâtiments qui ont, reçu un permis de construire à partir du 21 juillet 2021 et les bâtiments existants, donc dès que ça dépasse justement ce seuil des 290 kilowatts. Donc l'objectif de mettre en place ces systèmes de contrôle, de cette classe spécifique, c'est justement de collecter les données de consommation et de les analyser, de pouvoir, fournir un contrôle automatique des unités, techniques, donc que ça soit le chauffage, l'éclairage, l'électricité, l'eau, de pouvoir alerter en cas de défaillance et de pouvoir aussi garantir l'interopérabilité entre tous les systèmes techniques. Donc c'est ça qui va vraiment venir définir ce type de classe de système de contrôle. Donc ça va, concerner tous les équipements qui sont liés à ces lots techniques suivants, donc le chauffage, la ventilation, la climatisation, l'eau chaude, l'éclairage intégré, le contrôle du bâtiment et la génération d'énergie électrique. Donc voilà, c'est ces obligations-là, c'est ce contexte-là légal qu'il faut prendre en compte, pour, les années à venir, car ce sont des obligations. Alors du coup, est-ce que respecter ces obligations-là, ça suffit à rendre le bâtiment, entre guillemets, «intelligent, smart building»? Pas tout à fait. En fait, il y a des référentiels qui peuvent aider à guider les choix et les orientations. Il existe 2 grands référentiels. Un référentiel de la SBA, Smart Building Alliance, qui est une alliance, française, qui regroupe les acteurs de l'immobilier, hein. Effectivement, ça peut être les constructeurs, les fournisseurs de solutions digitales, enfin différents acteurs. Ils ont mis en place ce qu'on appelle le label R2S, Ready to Service. Donc, c'est un référentiel qui permet de dire quels sont les différents composants en fait, d'un bâtiment Smart Building et du coup, d'évaluer chaque bâtiment à l'aune de ce référentiel-là pour savoir si effectivement il répond aux exigences et du coup, est-ce qu'il peut être labellisé sur la partie Smart Building. Donc, il y a 6 grandes thématiques dans ce référentiel français, la partie connectivité, l'architecture réseau, les équipements, la sécurité numérique, le management responsable et les services. Donc, on vous a mis une petite capture d'écran des sous-catégories. Typiquement, voilà, il faut avoir une bonne connectivité, une connectivité partout dans tout le bâtiment, hein, notamment une connectivité réseau sans fil. En termes d'architecture réseau, je prends un exemple, vous devez avoir une double adduction avec deux locaux techniques opérateurs différents pour si jamais il y a un souci. Donc il y a différentes choses qui rentrent dans la phase design de l'infrastructure. Puis il y a également des services. Et dans les services, c'est, comme le disait Iman, hein, il y a la possibilité avec le bâtiment intelligent, c'est typiquement de pouvoir jouer sur le confort des utilisateurs. Ben voilà, un bâtiment qui propose la gestion du confort. Donc vous avez un programmateur qui va définir les horaires pour l'affichage, enfin pour la luminosité, pour la température. Le fait de dire que l'utilisateur peut modifier ce réglage de façon temporaire pendant le temps de sa réunion, d'augmenter la ventilation, la diminuer, changer la chaleur, baisser l'essor, avec un smartphone, avec une télécommande ou un quelconque moyen, bah ça, ce sont des éléments qui rentrent dans les critères de choix d'attribution du label.
En fait, il y a un système de notation avec des points et en fonction des réponses que l'on va avoir en termes de services déployés ou d'infrastructures déployées, on va pouvoir obtenir plus ou moins une bonne note sur la question. Donc l'idée, c'est de prendre en compte à la fois les éléments d'infrastructure qui vont être déployés dans le bâtiment et aussi qu'est-ce qui va être mis à disposition de l'utilisateur. On a un autre référentiel aussi qui existe, un référentiel américain. C'est le Wired Score qui a évolué ces dernières années sur le Smart Score qui vise justement à définir le degré de digitalisation du bâtiment. Et l'idée, c'est avec ce nouveau référentiel qui a émergé, c'est de se dire est-ce que les services digitaux que je mets en œuvre sont plus innovants et permettent d'améliorer la collaboration, d'améliorer la performance et le confort des utilisateurs. Donc, il y a quand même des éléments communs. On a des clients qui décident par exemple d'être labellisés sur les deux et qui décident et qu'on accompagne et qui décident peut-être d'avoir des degrés d'obtention de labels différents en disant bah voilà, je veux 1 étoile pour ce label-là ou 2 étoiles ou 3 étoiles, la version gold, la version silver. Voilà, en fonction de l'effort à fournir. L'idée, c'est vraiment encore travailler sur la partie connectivité du bâtiment, les infras, la dispo, l'innovation, les services aux utilisateurs. Donc finalement, on a 2 référentiels qui peuvent permettre finalement de mettre une note, communiquer dessus et dire bah voilà, mon bâtiment est plus ou moins intelligent. Et l'autre élément, c'est qu'avec ces référentiels-là, c'est aussi un moyen de tendre vers, si on le souhaite, plus de digitalisation dans le bâtiment et de tendre vers ces critères-là. Le label permet en fait de pouvoir se poser aussi quelque part les bonnes questions pour son bâtiment. Si on regarde maintenant, oui, Maxime, je ne sais pas si tu as vu, il y a une main levée, il y a une question. non, je vois pas quand je projette. Merci de me dire. Oui, D'André de Villard. oui. Alors attends, je vais aller voir. Hop, hop. Maxime, est-ce que tu veux qu'on t'interrompe ou on garde les questions pour la fin? Ah, mais on peut m'interrompre maintenant, pas de souci, André, vas-y. Ma On va te question, lâcher de c'était répondre. juste, là, ce que je vois dans la partie Smart Building, on ne fait pas du tout référence à tout l'aspect sécurité incendie. Est-ce que c'est à part, c'est un sujet différent? Alors en fait, effectivement, nous, on ne le met pas dedans. Je crois qu'on l'a un peu plus loin, mais effectivement, il y a les enjeux de sécurité dans le bâtiment. On a eu la question avec un client qui nous demandait comment m'assurer de façon fiable, le plus fiable possible, que le bâtiment est vide typiquement. Donc parce qu'effectivement, on pourrait se dire, voilà, quels sont les outils qui vont me permettre d'assurer que le bâtiment est vide parce qu'il y a une alerte incendie. Et donc pour le coup, on avait commencé à regarder avec ce client-là qui ne voulait pas mettre de contrôle d'accès. On avait commencé à regarder notamment avec des caméras et de se dire, bah voilà, il y a une alerte incendie ou autre chose qui est déclenchée. Comment je m'assure que mon bâtiment est vide, je sais pas, 10 minutes après et qu'il reste personne dedans. Donc on avait regardé si avec le déploiement de nouveaux services type solution de comptage ou caméra, donc caméras, tu sais, qui vont venir filmer la zone, compter, évaluer la gestion de l'affluence. Et en fait, on arrivait à des taux, parce que l'entreprise ne voulait pas mettre de contrôle d'accès en tant que tel dans les étages. On arrivait à un taux en discutant avec les fournisseurs de l'ordre de 98%. Et on s'était dit, bah, malheureusement, les solutions à base de caméras ne permettent pas d'atteindre, dans le cas présent, le bon niveau de satisfaction, parce qu'en fait, il faudrait avoir un 100%. Et donc là, l'orientation prise était de se dire, bah, pour s'assurer que le bâtiment est vide, effectivement, il faut pouvoir mettre en place peut-être un contrôle d'accès avec, vous savez, les petits portillons d'accès, les tripodes, enfin, on appelle ça de différentes façons, pour savoir qui est-ce qui est dans le bâtiment et qui est-ce qui est sorti à tel ou tel moment. Après, dans le bâtiment lui-même, il y a plusieurs choses. Il y a la partie vraiment, on va dire, informatique de terrain. C'est-à-dire, en gros, bah, j'ai mon contrôle d'accès, j'ai mes caméras de vidéosurveillance, j'ai les problématiques de sécurité incendie. Et après, on peut déployer des capteurs, effectivement, dans le bâtiment qui sont natifs, qui vont être accordés, par exemple, sur la GTB. Iman en parlait tout à l'heure. La GTB, c'est la gestion technique du bâtiment. On parlait des classes B tout à l'heure par rapport au décret BAX. Et puis après, il est possible aussi, sinon, de déployer d'autres types de capteurs si nécessaire, en plus de ceux qui sont dans la partie raccordée à la GTB, pour fournir davantage de services aux utilisateurs. Donc en fait, il y a différentes couches et la partie sécurité incendie, les détecteurs de fumée et les éléments comme ça font partie plutôt de l'informatique de terrain et qu'on va pouvoir raccorder. Et donc ces détecteurs, typiquement, vont pouvoir être raccordés, remonter les alertes qui vont bien aussi, si nécessaire, et puis de faire de la surveillance aussi par rapport à ces différents dispositifs-là. Du coup, on l'a pas là dans les slides, ça n'apparaît pas, mais effectivement, ça fait partie des points d'attention. Donc la partie sécurité du bâtiment, la partie fonctionnement du bâtiment aussi, c'est-à-dire qu'en fait, le fait de pouvoir mettre en place des solutions qui vont permettre de faire la maintenance du bâtiment, ça rentre aussi en ligne de compte par rapport aux services à déployer. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à la question. Est-ce qu'il y en a peut-être d'autres aussi? Ouais, merci, ça va pour moi pour l'instant. Ouais.
Très bien. Après, on était en train de se dire justement quelles sont quelque part les grandes briques qu'on va pouvoir retrouver. Alors de façon très macro, parce qu'on avait des slides bien chargés. Et du coup, on a essayé d'alléger les choses. Donc, on va revenir dessus vers un schéma parcours utilisateur un petit peu classique. Et donc, voilà, l'idée, c'est de voir concrètement, finalement, qu'est-ce qu'il va falloir mettre en place dans son bâtiment. Je te laisse poursuivre, Iman. Bien sûr. Donc, si on prend cet exemple d'architecture, c'est un exemple parmi d'autres, hein, bien sûr, parce qu'on peut adapter les briques à un bâtiment et à des besoins différents. Donc, si on commence la lecture par le bas, on a vraiment toute la couche un peu physique d'un bâtiment. Donc, on a tous les capteurs, on a aussi des actionneurs, on a des contrôleurs, on a des équipements et on a plusieurs types d'équipements. Donc, on a des équipements qui sont IP, Ethernet et d'autres qui ne sont pas forcément IP. Donc, pour ceux qui ne sont pas IP, on va venir convertir ces protocoles non IP, donc ça peut être du Tali, du KNX, etc. Donc, on va venir convertir ces flux en flux IP pour les remonter sur le réseau IP du bâtiment. On va aussi avoir des passerelles radio. Donc ça va concerner des équipements de type IoT. Donc ça peut être des équipements sur du LoRaWAN, sur du Sigfox, du Zigbee, du Z-Wave, etc. Donc tout type de technologie radio qu'on va venir interfacer avec le réseau à travers des passerelles. Et ensuite, on a les équipements IP qui n'ont pas besoin de conversion pour communiquer avec le réseau IP. Donc là, on remonte sur le réseau IP du bâtiment et à travers ce réseau IP du bâtiment, on va venir interconnecter toutes ces briques-là avec une gestion centralisée. Donc cette gestion centralisée qui est le système d'exploitation du bâtiment, donc le BOS, le Building Operating System, qui va venir en fait centraliser et orchestrer tout ce qui se passe d'un point de vue physique. Donc remonter les données, traiter les données, analyser les données, renvoyer du coup des commandes en fonction de ce qu'on cherche à appliquer et de ce qu'on cherche à respecter en termes de critères et de paramétrage dans son bâtiment. Donc c'est un peu le cerveau de ce bâtiment qui va comprendre beaucoup de briques différentes, hein. On peut trouver voilà, toute la partie traitement de données, plutôt du traitement de données avancé avec du machine learning. On peut aussi trouver des briques de GTB aussi, ça va vraiment dépendre de ce qu'on a au niveau de son bâtiment et de ce qu'on cherche. Donc c'est ce cerveau-là qui va contrôler, surveiller et monitorer toutes les briques, que ça soit les lots techniques ou toute la partie capteur et équipement plus haut niveau. Et ensuite, on peut avoir ce cerveau-là, donc ce boss, qui va communiquer avec le Building Information Modeling. Donc, c'est un modèle digital du bâtiment qui peut aussi contenir des jumeaux numériques du bâtiment et qui va permettre justement de mettre en place tous les mécanismes de maintenance préventive, pouvoir faire des tests justement sur ces modèles si on veut rajouter un service, modifier des paramètres sans les faire sur le terrain, donc sur le bâtiment directement et pouvoir les tester sur ce Building Information Modeling. Donc ça va permettre justement de relier ces deux briques-là pour pouvoir centraliser toute la gestion de ce bâtiment. Et ensuite, ce boss, donc cette brique-là du milieu, va venir communiquer aussi avec toute la partie haute, donc la partie plus proche de l'utilisateur, donc toutes les applications qui vont être fournies à l'utilisateur, que ça soit l'application pour réserver des ressources, réserver un bureau, pour modifier la température d'un local, pour arriver sur place et trouver et voir s'il y a des places vides au niveau du parking, ou même des applications externes qui pourront aussi être utilisées à l'extérieur du bâtiment. Donc en fait, toute cette architecture-là qui est divisée en 3 couches, donc la partie vraiment physique, donc le bâtiment, la partie de convergence qui va venir converger ce que l'utilisateur de quoi l'utilisateur va se servir pour communiquer avec son bâtiment, en fait, finalement, et venir tout converger pour justement favoriser ce confort de l'utilisateur et pouvoir faire des économies d'énergie plus optimisées. Alors, une petite précision, effectivement, là, on a pris le parti de modéliser au milieu la partie Building Operating System, dans ce qu'on appelle communément le BOS. On peut aussi très bien fonctionner sans BOS. Après, l'inconvénient, c'est que
tout le travail, il y a tout un travail d'intégration à faire entre les différentes solutions qui vont permettre les différents capteurs qui vont remonter les données. Il va falloir les intégrer en fait et pouvoir les mettre à disposition effectivement dans la couche application. Donc là, l'idée de ce boss, c'est de simplifier cette partie déploiement, intégration, développement et de pouvoir facilement mettre les données et puis d'agir sur les différents équipements sans avoir besoin de faire un gros travail d'intégration. Voilà, donc du coup, c'est plutôt l'orientation qui est prise aujourd'hui avec les solutions du marché, c'est de faciliter ce développement de nouvelles applications, de nouveaux usages et sans la complexité de l'intégration à faire pour chaque nouveau service ou chaque nouveau équipement qui va être déployé. Je te laisse poursuivre sur la partie parcours utilisateur. Alors juste Maxime, on a une main levée de Ah Charlet, oui. une question. Oui, Charlet. Yes, petite question, justement en termes d'operating model, je ne sais pas si c'est un slide qui viendra derrière. Aujourd'hui, est-ce que vous voyez beaucoup de clients qui construisent directement leur solution de bâtiments connectés ou plutôt qui l'utilisent à service de leur promoteur ou de leur GTB manager? C'est une bonne question. En fait, il y a un petit slide à la fin. On ne le traite pas comme ça, mais on va la traiter oralement maintenant. Effectivement, on n'a pas de clients qui disent voilà, on va faire nous-mêmes. L'idée, c'est de se simplifier la vie au maximum. Donc là, suivant les GTB qui peuvent être déployés chez les clients, parfois, il n'y a pas besoin d'aller rajouter une couche de boss parce que ça suffit, on peut récupérer les données et voilà, on arrive facilement à avancer. Parfois, il est nécessaire d'aller déployer donc quelques passerelles LoRa, par exemple, si on veut mettre quelques capteurs parce qu'ils ne seraient pas présents. La grosse difficulté qu'on va avoir, c'est que ça va dépendre, comme tu le dis, de la situation dans laquelle on est. Est-ce qu'on est propriétaire du bâtiment ou pas? Typiquement, on a des clients avec qui on a travaillé, ils ne sont pas propriétaires du bâtiment. On leur a dit, au niveau de la GTB, vous n'avez pas récupéré grand-chose des capteurs. Donc, dans ce cas-là, la solution, il n'y en a pas 50, c'est que le client il a dû déployer ses propres capteurs avec ses gateways, en l'occurrence, c'était du LoRa, gateway LoRa, capteur LoRa, pour avoir les indications sur l'occupation des bureaux, le confort, donc c'était sur la température notamment. Et donc là, il n'y avait pas le choix. Après, quand on est propriétaire et on a la main dessus, c'est quand même mieux. Et après, donc, ça va dépendre de la situation où on est. Est-ce qu'on est propriétaire ou pas? Voilà. Est-ce qu'après, on est locataire, mais on a accès et donc on peut récupérer un maximum de données de la GTB. Par contre, ce que l'on voit aussi quand même, la tendance, c'est d'essayer d'utiliser au maximum ce qui existe. Là, typiquement, on travaille avec un client, il y a une application mobile à faire pour justement gérer ce confort, gérer les accès, je parlais des badges dématérialisés, etc. L'idée, c'est de s'appuyer sur des choses qui existent. Donc, soit on dit on vient faire une application from scratch et qui va s'intégrer avec tous les capteurs, avec tous les systèmes qui ont pu être déployés dans le bâtiment. Et ça, c'est assez compliqué. Soit c'est de regarder aussi côté des fournisseurs de la GTB, si c'est une GTB entre guillemets récente, c'est-à-dire qui est assez ouverte. Et est-ce qu'il n'est pas possible d'utiliser une application de ce fournisseur-là et qui permettrait de simplifier cette intégration et ces déploiements de nouveaux services. Quitte à dire d'ailleurs que, et c'est ce qui est l'orientation prise sur le marché, cette intégration dans l'application mobile, elle se fait soit avec des développements spécifiques, soit des API, soit ce qu'on appelle du deep link, c'est-à-dire qu'en gros, il manque une fonctionnalité dans l'application qui est proposée par le fournisseur ou celle qui est proposée ne nous convient pas, et on dit hop, on fait entre guillemets un deep link, c'est-à-dire un nouvel écran et on va aller récupérer facilement les données de l'autre application. En gros, on bascule une application à l'autre de façon assez transparente. Donc ça va dépendre de la situation dans laquelle on est effectivement, mais la tendance, c'est pas en tout cas de ce qu'on a pu voir, pas de recommencer, désigner proprement soi-même ses propres services, c'est plus d'utiliser au maximum ce qu'il y a, de regarder l'interopérabilité entre les différents systèmes. Et on voit qu'il y a, voilà, c'est pas forcément évident sur le marché. Il y a typiquement, si on regarde la gestion des ressources, dont on parlait Iman tout à l'heure, le fait de réserver ses salles de réunion, etc. Certaines solutions vont vous proposer des approches un peu plus abouties sur l'accueil des visiteurs, d'autres pas. Donc en fait, il y a toute une réflexion à avoir globale pour se dire, est-ce qu'il n'y a pas moyen d'avoir auprès d'un fournisseur, sans prendre le risque de trop s'enfermer avec et sous réserve d'optimiser les coûts, d'avoir une solution qui serait peut-être un peu plus packagée pour aussi simplifier l'évolutivité de la solution dans le temps. Donc c'est aussi ça qui est regardé par nos clients. Essayer d'éviter les 100 solutions différentes qu'il faut intégrer les unes avec les autres. Est-ce qu'il y a aussi quelques autres questions? Est-ce que j'ai la réponse? Oui, c'est bon, merci. Correspond? Merci, Maxime. Moi, c'est Philippe Le Gorgeux. Là, j'ai une. Bonjour Philippe. Bonjour. Donc moi, je suis venu dans la réunion parce que Catherine Ducas m'a dit que c'était obligatoire, donc j'ai pas su dire non. On lui dit jamais non, Voilà. Et j'avais raison. J'ai quand même quelques remarques quand même. J'ai un peu attendu parce que voilà, ce sera peut-être abordé après. Je n'ai pas assez entendu parler de problèmes de sécurité et de sûreté.
parce que, dès le départ, enfin, sur la première slide, ça devrait, je pense, être abordé parce que c'est des problèmes. Bon, moi, j'ai travaillé beaucoup chez Thales, etc. Et avec ces systèmes-là qui étaient. Bon, bref, tous les points d'entrée là qui sont dans la slide du bas, là, sont des points de fragilité gigantesques en termes de cybersécurité. Donc, il devrait y avoir une couche cyber, enfin, quelque part. Enfin, bon. Et deuxièmement, on peut pas, ça c'est présenté comme un système, oui, c'est ça, un système indépendant du reste du SI d'une entité, ce qui aujourd'hui n'est pas. Bon, j'imagine que c'est sous-entendu tout ça, mais bon. Et par exemple, on parle de référentiel, de machin, etc. Bon, a priori, avec l'IoT, tout objet doit être déclaré quelque part dans le même référentiel au risque de se faire complètement avoir. Après, qu'est-ce que j'ai vu? Ça pose aussi le problème et après je parlerai plus, hein, de tout ce qui est gouvernance entre généralement les services généraux qui sont un peu en charge de la gestion intelligente du bâtiment et la DSI. Et de savoir donc d'aborder ce problème-là, parce que si on fait chacun son truc dans son coin, ça risque de pas trop bien marcher. Donc les référentiels, bah, oui, bien sûr, d'avoir un référentiel unique, hein, d'identité, hein, pour l'ensemble. J'ai entendu dire quelque chose là, je l'ai pratiqué, donc je peux vous le dire. Les histoires de s'assurer que tout le monde est dans le bâtiment ou pas dans le bâtiment avec les caméras ou les badges, etc. C'est un peu illusoire parce qu'il faut des trucs anti-passback, etc. Il faut que les gens respectent tout. Et croyez-moi, c'était fait de A à Z. Et il y a toujours un gars qui est planqué dans le truc. Bon, donc il faut toujours un gardien qui passe derrière, etc., qui vérifie. Bon. Enfin, c'est des cas un peu extrêmes que je cite, mais quand même, attention à ce genre de message et au blocage, hein, parce que si on pilote tout à distance, très centralisé, il y a toujours des risques de blocage locaux, et donc il faut toujours avoir des systèmes qui permettent de désarmer localement des autres qu'on bloquerait ou sur lesquels enfin, que les gens ne se retrouvent pas dans des trappes, là, hein. Voilà. Et voilà, c'était ça que donc moi, ce qui me manque là, comme ça, mais c'est peut-être abordé après ou c'est sous-entendu, je suis désolé, j'interviens comme ça, mais c'est l'aspect quand même sécurité, sûreté et d'intégration au reste du système d'information et donc les gouvernances associées et les référentiels. Voilà. Oui, ça fait beaucoup de choses, effectivement. Alors, on a simplifié au maximum. C'était plutôt un petit panorama. Effectivement, sur la partie cyber, on ne les a pas mis. On a allégé ce slide au maximum. Sur la partie cyber, ça fait partie des préoccupations. Et ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'il y a encore peu de temps, justement, tous les capteurs, tous les compteurs, etc., les automates n'étaient pas sécurisés nativement. Hein, on le voit bien parce qu'il y avait une décorrélation entre l'informatique de terrain du bâtiment et puis, on va dire, l'IT, les couches IT où on sait qu'on doit sécuriser au maximum. Donc, maintenant, on a des automates qui intègrent des firewalls, etc. Donc, du coup, il y a une sécurisation accrue qui est faite au niveau des équipements eux-mêmes, qui n'existait pas il y a encore quelques années. Donc, c'est une évolution du marché. Parce que comme vous l'avez dit, effectivement, il y a un regroupement, une convergence entre le domaine de l'informatique du bâtiment et puis l'informatique tout court. Et donc, ça passe aussi par, comme vous l'avez dit, les services généraux, notamment l'immobilier. C'est un autre point que vous avez abordé. Donc, pour le coup, sur cette dimension-là, c'est pas du tout les mêmes horizons temporels, c'est pas du tout les collaborations sont pas évidentes et c'est ce qu'on voit, hein, sur les projets qu'on peut faire. On l'aborde pas forcément ici. Enfin, on l'aborde un petit peu à la fin, mais effectivement, les enjeux et les préoccupations des uns et des autres ne sont pas les mêmes. Et c'est une des difficultés dès le début du projet d'arriver à les faire travailler ensemble et justement de bien comprendre les besoins, les attentes et les contraintes de chacun, essayer d'avoir une solution qui soit la plus pérenne possible et adaptée à leurs différentes contraintes. Donc, sur la partie cyber, oui, on y est bien. Sur la partie, effectivement, convergence aussi, ce qui se passe, c'est pas marqué là. Effectivement, il y a maintenant, chez certains clients avec qui on travaille, avant, il y avait une décorrélation complète des réseaux. Il y avait le réseau du bâtiment, complètement étanche, physiquement, enfin voilà. Et maintenant, effectivement, voilà, l'idée, c'est d'avoir un seul et même réseau sur lequel on pourrait faire passer les flux. Après, il y a de la segmentation, enfin, il y a différents processus de sécurité qui sont mis en œuvre. Mais effectivement, c'est une tendance, et là, on ne le mettait pas sur ce slide-là, mais on a une convergence de ce monde OT et de ce monde IT. Sur la partie, effectivement, gestion d'incendie, là, des alertes, c'est ce qu'on disait, hein, c'est assez compliqué. On arrive à des 98% de taux de fiabilité, notamment avec les caméras, les tripodes. Et puis, il se pose la question aussi si on a toujours un collègue, effectivement, qui laisse passer quelqu'un, qui laisse ressortir du bâtiment ou qui le laisse rentrer. Et ça, c'est surtout un problème de pratique, effectivement. Donc, on n'a pas la fiabilité, la sécurité de savoir qu'on a un décompte précis. Effectivement, je vous rejoins complètement. Il faut qu'il y ait l'humain derrière qui vérifie en cas de
d'alerte incendie ou de problèmes particuliers dans le bâtiment. J'ai essayé de commenter chaque point. Nous, ce qu'on s'était dit, et ça, c'est quelque chose qu'on peut avoir à la fin, ce qu'on s'était dit, c'est qu'on en profiterait pour faire d'autres webinaires derrière et plus ciblés par rapport aux questions qui vont émerger. Donc, du coup, là, on va pouvoir creuser certains points qui sont évoqués là dans les prochains, notamment la partie sécurité. On l'a vu, il y avait eu Google il y a quelques années en Australie qui s'était fait pirater son bâtiment. Et à partir du bâtiment, ils avaient réussi à remonter, récupérer des données assez sensibles. Donc, juste en partant justement du bâtiment. Donc, comme vous le disiez tout à l'heure, bah voilà, c'est des portes d'entrée. Les capteurs, c'est aussi des portes d'entrée pour se faire, entre guillemets, pirater son réseau. Donc, on sait bien, hein, tout point de tous ces éléments-là, capteurs ou autres, sont des portes d'entrée sur le système d'information. D'où l'importance de bien le sécuriser. Mais ça, c'est des points qu'on pourra traiter dans un autre webinaire à ce moment-là, parce que c'est des choses qu'on a aussi traitées avec certains de nos clients. Merci pour vos questions et vos remarques. J'espère que j'ai à peu près répondu à tous les éléments. Sinon, n'hésitez pas à me dire. Ok, merci. Et donc on en prendra en compte pour justement faire un focus sur ces éléments-là. Après, là, ce qu'on avait fait, je vais laisser Iman reprendre la main, c'est qu'on avait essayé, alors parcours très générique, mais voilà, c'est en fonction des types d'utilisateurs, on peut être amené à définir des parcours. En fait, ce qu'on en fait chez Naviacom, c'est qu'on commence sur les besoins à travailler sur les personas. Donc, on va identifier différents types d'interlocuteurs. Donc, on a allégé la présentation. On ne les a pas ici, mais typiquement, quand on travaille avec nos clients, on est amené à rencontrer bien évidemment la personne qui est le gestionnaire du bâtiment. S'il y a l'équipe marketing, par exemple, je caricature, qui est présente, peut-être le responsable du marketing ou quelqu'un de son équipe. On va être amené à discuter avec le facility manager. Là, on a travaillé pour un gros centre d'entraînement sportif, donc on avait intégré aussi tous les éléments de l'équipe de sûreté, effectivement, donc les problématiques des caméras de vidéosurveillance, problématiques des contrôles d'accès, l'accès des véhicules, comment vérifier le plaque d'immatriculation, enfin tous ces éléments-là. On avait travaillé, il y avait un centre de formation, donc on avait travaillé aussi avec les responsables pédagogiques, les enseignants. On avait travaillé aussi avec la communication, parce qu'ils accueillent différentes personnalités du monde sportif, des hommes politiques, etc., des VIP, les médias, les conférences de presse. Donc finalement, on avait cartographié une vingtaine d'interlocuteurs clés jusqu'au jardinier, pour vous dire, qui était hyper important dans l'étude qu'on a pu mener. Donc, parce que si la pelouse crame, ça posait des gros problèmes d'entraînement. Donc du coup, on avait fait ce travail-là, effectivement, d'identifier les grands acteurs, et puis après, c'est de définir des personas. Donc là, on a pris quelque chose on a simplifié au maximum et on l'a standardisé. Et là, Iman va vous présenter justement cette slide-là qui est par rapport à une mission qu'on avait pu faire il y a quelques temps. Donc effectivement, là, c'est juste un exemple d'un type d'utilisateur. On prend l'utilisateur qui va venir sur un site entre 0 et 3 fois par semaine, qui va venir en voiture principalement, qui aura besoin d'un accès Wi-Fi et d'un espace de travail. Donc avant même de venir, il va préparer son arrivée, il va réserver un espace de travail sur son application et il va voir si ses collègues et quels collègues sont présents sur site. Ensuite, à son arrivée, il va se rendre à son bureau et aura accès, par exemple, à un casier unique à lui qu'il va réserver au préalable. Il va aussi accéder à son casier, pardon, excusez-moi, à son casier, et ensuite, à un moment donné, il voudra prendre une pause dans un espace. Dans cet espace-là, il pourra voir toutes les communications qui sont plus communes au bâtiment et à l'entreprise. Donc que ça soit sur les news RSE, de sécurité, et il pourra aussi avoir accès à toutes les mises à jour informatiques. Ensuite, il pourra, au moment du déjeuner, commander ou réceptionner un plateau repas dans sa salle de réunion. Il pourra aussi régler la luminosité en fonction de son confort et du confort des personnes qui sont avec lui en réunion, et donc son espace de travail. Il pourra entretenir ses réunions soit en format physique, en format visio, en format hybride, donc avec des équipements audio qu'il pourra réserver justement dans sa salle de réunion. Il pourra se restaurer sur place pendant les heures creuses parce qu'il pourra avoir une visibilité sur l'affluence du restaurant en fonction des horaires. Et une fois que sa journée sera finie, il pourra quitter le site de manière plutôt simple. Donc ça, c'est un exemple de parcours. Et comme l'a dit Maxime, ça va vraiment dépendre du type de persona qu'on va décider, qu'on va
mettre en place et décider avec le client au préalable. Il peut y en avoir plusieurs types, des types rapprochés ou pas. Donc on peut avoir des utilisateurs qui viennent plus ou moins fréquemment par semaine, qui ne viennent pas du tout. On peut avoir aussi des visiteurs, on peut avoir des techniciens qui vont venir sur place assez ponctuellement pour faire des interventions sur les équipements. Donc tout ça, on peut le mettre en place et avoir des parcours clairs par type d'utilisateur. Et en fait, on combine l'ensemble. Alors là, c'est très générique celui-ci, mais voilà, le technicien, il va pas avoir les mêmes. Voilà, il va pas aller commander une pause repas en salle de réunion. Donc voilà, les parcours vont être différents. Et l'idée après, c'est à partir de ces parcours-là, c'est de définir une cartographie. Quels sont les différents services qu'il va falloir mettre en œuvre dans le bâtiment, destinés à quel type d'utilisateur. Et c'est à partir de là, après, on va travailler effectivement sur la partie catalogue de services à mettre à disposition, et puis les différents prérequis, et de mutualiser aussi les services en fonction des différents types d'utilisateurs. Donc évidemment, la personne qui gère le bâtiment, qui s'occupe de le facility manager, voilà, il n'a pas du coup il a pas ce parcours-là, mais voilà, c'était une approche un peu lambda pour qu'on puisse facilement s'y retrouver. Maintenant, si on regarde les difficultés en fait dans ce type de projet, alors on peut rajouter la partie cyber, effectivement, on l'a pas mise dedans, mais oui, la partie sécurité. Puis il y en a d'autres ici que je te laisse commenter, Iman. Oui, donc sur la partie vraiment difficulté, auxquelles on peut être confronté quand on veut concevoir ou rendre son bâtiment intelligent, on a tout d'abord le coût d'investissement qui peut être important. On va venir installer des infrastructures assez intelligentes, assez avancées, qui peuvent nécessiter, un coût d'intégration et un coût de départ assez important en équipement, mais aussi en technologie et en main-d'œuvre qui doit être, spécialisée dans ce type, de technologie. Ensuite, on a, l'intégration de ces technologies. Il est très important, justement, on vient de le mentionner, que harmoniser, les différents systèmes et technologies dans un seul écosystème peut être complexe, surtout si c'est un bâtiment déjà existant, si c'est des systèmes qui fonctionnent déjà et qui roulent très bien déjà. Si on vient, mettre des briques au-dessus, ça peut être compliqué d'harmoniser, ces différents systèmes et ça nécessite justement une planification assez précise pour, éviter, tout problème d'interopérabilité. Ensuite, on a, les aspects de sécurité, des données. On va venir dans un bâtiment intelligent collecter et partager des données. Hem, donc tout cela peut présenter, des risques de sécurité, des risques de cyberattaque, des risques de vol d'identité et bien d'autres. Et donc ça exige, la mise en place de mesures assez robustes pour, protéger la confidentialité de ces données et prévenir justement ces types de cyberattaques. Ensuite, on a, toute la partie, vraiment formation du personnel sur place. On va venir introduire justement ces technologies, nouvelles et novices et cette introduction peut nécessiter, une formation assez approfondie du personnel, en fonction de leur niveau, de leur niveau d'interaction avec le bâtiment. Donc, si c'est, quelqu'un qui va faire partie de l'équipe IT, ça sera pas la même formation pour un utilisateur final. Mais dans tous les cas, l'objectif, c'est justement d'assurer, une utilisation, optimale et minimiser, tout ce qui est surtout les interruptions opérationnelles, faire en sorte que tout fonctionne bien et que l'utilisateur final, profite bien des avantages de ce bâtiment intelligent. Et enfin, ce qui n'est pas du tout négligeable, c'est, la durée du retour, sur investissement. Donc ce retour sur investissement peut prendre du temps, surtout si c'est, si on cherche à améliorer l'efficacité opérationnelle et faire des économies d'énergie. Ce n'est pas des choses qu'on peut, mesurer en quelques mois. Donc on peut, avoir besoin de temps pour pouvoir vraiment réaliser, ce retour sur investissement. Donc des fois, ça peut être compliqué de justifier, financièrement à court terme, le fait de passer par un bâtiment intelligent, mais ça reste quand même à prendre en compte dans le sens où voilà, les économies d'énergie sont justement l'un des objectifs, majeurs et principaux de rendre un bâtiment intelligent. Il faut juste prendre en compte la durée de ce ROI qui peut être assez, importante. Et effectivement, et après, il y a des bienfaits aussi sur l'attractivité ou la rétention aussi des talents.
en procurant un environnement de travail effectivement qui est propice. Après, il n'y a pas que le bâtiment intelligent qui compte, hein. Il y a aussi l'aspect aménagement intérieur, space planning qui sont des éléments importants aussi pour favoriser le travail des collaborateurs et puis leur bien-être sur le lieu de travail. Donc ça, on n'aborde pas ça aujourd'hui, mais effectivement, ça fait partie des éléments importants. Après, il y a une difficulté, hein, on avait commencé à l'aborder tout à l'heure, effectivement, c'est qu'en fait, il y a des enjeux qui peuvent être différents. En fait, il y a une multiplicité de gens qui sont impliqués. Alors, on n'a pas différencié, hein, normalement, il y a un schéma un peu plus lourd où il y a aussi l'IT, il y a les services généraux. Là, on voit qu'il n'y a que déjà le propriétaire du bâtiment. Si on n'est pas le propriétaire, mais juste locataire, on n'a pas accès aux mêmes possibilités de faire évoluer la solution. On ne peut pas forcément récupérer les données de la GTB, comme je le disais. Après, il y a Facility Manager qui va venir gérer le bâtiment. Donc, c'est son fonctionnement, c'est l'administration du bâtiment, c'est les interventions lorsqu'il y a des pannes ou des dysfonctionnements. Donc, lui n'a pas les mêmes enjeux, pas les mêmes problématiques non plus que le simple utilisateur ou que le promoteur immobilier. Oui, promoteur immobilier, ce qu'il veut effectivement, c'est valoriser la vente de son bâtiment. Il y a le locataire, lui, ce qu'il veut, c'est avoir des services performants pour ses utilisateurs, mais sous contrainte de pouvoir avoir des infrastructures qui sont mises à disposition par le bailleur. Le bailleur, lui, ce qu'il veut, c'est réduire le taux de vacances de ses bâtiments. Donc voilà, il va faire des choses, mettre des choses en place, le bailleur, dans le bâtiment, mais pas forcément tout ce qui correspond aux besoins du locataire. Donc en fait, on a vraiment une difficulté là, déjà dans cet aspect-là, hein, donc propriétaire, locataire du bâtiment. Sur l'aspect services généraux et IT, parce qu'on n'est pas forcément aligné, et l'immobilier, ce qu'on a vu dans des projets là, c'est sur lesquels on est d'ailleurs en ce moment, c'est que en fait du côté immobilier, c'est prévu très longtemps à l'avance. Mais en fait, du côté IT, c'est souvent vers la fin, c'est voilà, je vais avoir besoin d'équiper des salles de réunion, je vais avoir besoin de services digitaux, d'applications mobiles. Mais en fait, ils n'ont pas forcément été mis dans la boucle au départ. Et les cycles pour les bâtiments sont très longs. Enfin, on ne fait pas le bâtiment en un an, on y réfléchit plusieurs années avant, on commence à le concevoir, on définit ses objectifs, c'est important aussi. Parfois, les objectifs ne sont pas toujours clairs sur c'est quoi l'objectif du nouveau bâtiment, c'est quoi les ambitions du bâtiment. Et c'est ça qui va permettre aussi d'orienter les décisions. On a eu le cas avec un client qui avait un gros chantier énorme, mais à un moment donné, on devait arbitrer sur des stratégies, sur des services à mettre en œuvre. Et finalement, cette vision du bâtiment de demain, qu'est-ce qui était important pour les dirigeants, on ne l'avait pas, donc c'était compliqué d'arbitrer en séance. Donc du coup, c'est important de savoir où on va, avec qui, d'impliquer l'IT, l'immobilier. Là, on l'a vu dans des ateliers qu'on animait, justement, où il y avait des équipes IT et des équipes immobiliers. C'est pas forcément évident, parce qu'effectivement, l'IT étant sollicité pas toujours au bon moment, l'immobilier aussi n'est pas au courant de tout ce qu'il est possible de faire. Et il y a un vrai problème, une vraie problématique de coordination des acteurs en interne. Donc même à l'intérieur de l'entreprise en elle-même, il y a ce besoin-là. De la même manière, ce que l'on voit, hein, et ce qui est compliqué avec les bâtiments intelligents, c'est que finalement, on avait un schéma assez simple, hein, c'était volontaire, hein, assez simple, et on a l'impression que tout va bien. Mais en fait, le problème, c'est qu'il y a plein de silos. C'est-à-dire qu'il va y avoir l'appel d'offres sûreté, il va y avoir l'appel d'offres, je sais pas, GTB, etc. Et en fait, tout est quelque part siloté et cloisonné. Et c'est ce qui fait que c'est compliqué. C'est difficile d'avoir cette vision d'ensemble du bâtiment de demain. Et du coup, ça nécessite d'avoir plein d'acteurs différents, plein d'RFP différents, plein d'intervenants différents, mais ce qui ne favorise pas justement une approche unifiée où on tient compte des contraintes, des besoins et des difficultés des différents protagonistes. Donc ça, c'est une des grosses difficultés qu'on voit dans ces projets-là, et que c'est pas facile à surmonter, parce que même en étant autour de la table dès le début du projet, ça ne garantit pas que ce soit sans secousse dans le déroulement de celui-ci. Après, on parlait un petit peu ROI. Effectivement, on ne nous a pas demandé de calculer le ROI jusqu'à présent, mais oui, ça peut mettre plus ou moins de temps. En tout cas, on nous donne des fois un budget global, et il faut faire rentrer un maximum de choses, entre guillemets, dans ce budget global. Et de ce qu'on a vu dans les projets sur lesquels on a travaillé, en tout cas que la partie, on va dire IT, bâtiment intelligent, était dans quasi-totalité des projets où on est intervenu, était très sous-évalué par rapport à la réalité. Là, il y a un projet sur lequel on travaille, ils avaient prévu un budget, mais par rapport à ce qu'ils veulent faire, c'est 3 fois le montant du budget initial prévu. Donc, ce qui pose quelques difficultés. Parce que justement, il n'y a pas eu en amont certainement cette concertation assez forte entre l'immobilier, les besoins métiers, la direction générale et puis l'IT tout simplement. Donc comme on vous le dit, c'est assez compliqué.
Donc, il y a une multitude d'intervenants dans l'entreprise du côté client, mais aussi du côté du marché. Il y a une myriade d'intervenants et d'expertise nécessaires. On a parlé de l'incendie, sécurité incendie. On a parlé à un moment donné de la vidéosurveillance, du contrôle d'accès, la personne qui gère la climatisation, la personne qui va gérer tout ce qui est énergie, la personne qui va gérer la partie IT. Donc voilà, donc c'est assez compliqué effectivement d'avoir une personne qui maîtrise tout à 100%. Donc même nous, d'ailleurs, chez Naviacom, on forme des équipes, on constitue des équipes multidisciplines et multi-expertise justement pour pouvoir répondre de façon optimisée aux besoins des clients. Ce qu'on se disait, c'est qu'au-delà de cette premier webinaire qu'on décide de faire comme ça, qui est plutôt, comme je le disais en introduction, un panorama, quelques éléments clés, on se disait il y a peut-être des choses à creuser avec vous dans d'autres webinaires et qu'on pourrait très bien présenter. Donc ce que je vous propose, c'est que vous nous disiez, c'est des thèmes, alors j'en ai mis quelques-uns pour faciliter l'échange, mais c'est des thèmes qui vous intéressent en particulier, qui sont là ou qui ne sont pas là. Donc faire un focus cyber, ça on l'a bien noté notamment, mais il y a peut-être d'autres focus à faire et on pourrait faire justement des webinaires comme ça d'une demi-heure, 45 minutes, beaucoup plus ciblés sur une problématique en particulier. Donc si vous avez des questions par rapport à ce qu'on a présenté, c'est le moment. Si vous avez des attentes par rapport à un autre webinaire ciblé cette fois-ci, c'est le moment aussi, on vous écoute oralement ou par chat. Alors, je crois que... De mon côté, j'aimerais bien voir une vision sur ce qu'on a discuté un peu, sur la mutualisation réseau IT, réseau OT. Ok. Pour moi, ce serait super important de voir quels sont les impératifs pour le futur. Oui, je suis d'accord avec toi. Pardon, c'est André Charlet. Moi aussi, c'est important pour moi, ça. D'accord. Et moi, il y avait une autre question aussi, c'était très souvent, on se fait proposer des solutions qui sont des solutions extrêmement technophages. On va mettre des tablettes partout dans toutes les salles de réunion. C'est assez crétin, je trouve, d'un point de vue soutenabilité. Est-ce qu'il y a des gens qui sont arrivés avec d'autres solutions? Je ne sais pas, que ça soit basé typiquement sur un QR code, par exemple, à l'entrée de la salle, pour pouvoir, comme tu disais tout à l'heure, utiliser plutôt le smartphone. Ou est-ce qu'il y a des variantes de solutions, de bonnes solutions, et puis de solutions qui sont un petit peu trop bling-bling et pas forcément très pratiques à l'usage? Alors, oui, on pourra faire green, en fait. Ouais, plus green. On pourra faire un green, mais green, mais aussi au-delà du green, typiquement les tablettes, elles sont pas forcément toujours très bien non plus, même à utiliser. Et même et greener en fait, en plus de ce que tu disais, André. Ouais. Tout à fait. On pourra faire un petit focus dessus. On a eu le cas avec un client justement parce que nous on n'est pas, on travaille dans le digital, l'IT, mais à titre personnel, même on est plusieurs, on n'est pas forcément favorable de déployer des outils partout quand il n'y en a pas besoin. Il faudrait un vrai besoin. Et donc là, on a le cas avec des clients différents où les paradigmes sont différents, donc on s'adapte. Il y a des clients, c'est un prérequis. Il faut une tablette absolument à l'entrée de la salle de réunion. Personnellement, j'en vois pas l'intérêt. Mais du coup, on en a un autre qu'on a accompagné qui est plutôt la même vision des choses et c'était de dire finalement, je peux faire mes réservations dans mon outil. En l'occurrence, ils sont chez Teams, enfin Microsoft Teams, donc Teams. J'ai tout ce qui va bien. Dans Teams, j'ai une application X qui fait la réservation des ressources qui fonctionne bien. Après, les gens, ils ont leur téléphone. Ils peuvent utiliser leur téléphone et puis constater si la salle est réservée ou la réservée. Et éventuellement, cette logique de QR code, on peut le mettre sur la salle ou sur un poste de travail. Parce qu'il y a aussi le fait de pouvoir mettre des boutons, des petits écrans digitaux sur le bureau et qui disent tiens, aujourd'hui c'est Pauline qui est sur le bureau 1 par exemple. Mais pareil, ça n'a pas une grande valeur non plus. Ça déploie des capteurs partout. Enfin, on pense que ça peut fonctionner sans. Donc, on a des clients, oui, où concrètement, il n'y a pas d'écran. Il y a peut-être un QR code sur le bureau, mais voilà, le QR code, il ne bouge pas. Voilà. Et après, il y a un degré intermédiaire qui, des fois, c'est d'autres types de tablettes où l'impact environnemental est plus modéré. Notamment les tablettes à encre numérique. Mais effectivement, on commence à avoir des clients qui sont en phase pour dire qu'on va essayer de mettre moins d'équipements. On a eu des réflexions aussi, mais on pourra voir ça dans un autre webinaire. C'est de se dire, est-ce qu'on a toujours besoin de mettre des grands écrans partout d'informations?
Et on s'est dit, on va essayer de rationaliser ça. Et il y a peut-être des endroits où on ne mettra pas un grand écran digital, là, je dis n'importe quoi, 50 pouces, 48 pouces, mais peut-être ou de vidéoprojecteur, peut-être qu'on fera une communication plus digitale sur l'application du bâtiment. Ou alors une communication avec des compteurs. On a travaillé là-dessus avec des clients. C'est par exemple, au lieu de mettre un gros écran, on va mettre un petit compteur digital, effectivement, mais avec un moindre impact environnemental, où on affiche les 2-3 chiffres, par exemple, du support technique lorsqu'on vient au niveau du bureau de l'IT dans le bâtiment, des choses comme ça. Donc on pourra regarder, effectivement, il y a des pistes de réflexion là-dessus. Et on pourra regarder ça dans un prochain webinaire. Oui. Et convergence, du coup, IT, OT, ça, effectivement, c'est quelque chose qu'on pourra traiter. Est-ce qu'il y aurait d'autres thèmes aussi? C'est le moment de faire la liste des courses, là. Tout à l'heure, tu mentionnais aussi, pardon, c'était toi, Iman, sur l'aspect dans les briques de service, il y avait toujours la connexion réseau filaire, connexion réseau Wi-Fi, enfin réseau cellulaire, ou radio, ou autre moyen non filaire, on va dire. Je ne veux pas être trop spécifique. Est-ce que là-dessus, on a des possibilités de banaliser ou de convergence, de n'avoir qu'un seul truc? Parce que quelque part, si j'ai une couverture filaire, je n'ai pas besoin d'en faire une radio ou réciproquement. Avoir les deux, c'est un petit peu gênant. Voilà, donc est-ce qu'on a des guides de bonne pratique pour optimiser un petit peu son réseau bâtiment? Sur réseau bâtiment, donc là, on l'entend à la fois pour l'utilisateur et pour le bâtiment en tant que tel, donc les capteurs, oui, par exemple. oui. OK. OT-IT, il faut toujours dans le sens de la convergence. OK, c'est quelque chose qu'on pourra traiter effectivement la prochaine fois. Oui, moi j'ai une question aussi, Maxime, c'est Mathieu Deloire. Sur la partie connectivité, c'est listé, mais sur la partie connectivité, parce que moi je suis plutôt de ce côté-là. Dans les bâtiments, et je rejoins aussi la question sur la partie OT, on a parfois des normes, ou je sais pas, par exemple, on nous a dit chez Air Liquide que le BLE c'était pas très sécurisé, etc. Donc peut-être pas un webinaire entier sur la connectivité, mais en tout cas plus d'informations sur la connectivité, ça m'intéresserait bien, oui. D'accord. OK, je note ça. Donc la connectivité d'une manière générale, convergence OT et puis la partie filaire versus sans fil, effectivement. Et il y a la connectivité, en fait, il y a là aussi la sécurité d'accès à ces équipements-là. C'est-à-dire quelles sont ces différentes normes de protection de ces capteurs, ces différentes solutions pour pouvoir s'intégrer dans une politique de cybersécurité globale de l'entreprise. D'accord, c'est noté. C'est quelque chose qu'on va creuser effectivement pour une prochaine session. Et toute la partie, ça convient, toute la partie Northbound aussi, toute la partie Northbound API pour se connecter justement aux différents outils. C'est pas uniquement la partie réseau de capteurs, mais aussi la partie remontée des données. API, ouais, ok. La partie exploitation des données, remontée des données, exploitation des données. Comment ça fonctionne au mieux. Ok. Ouais, ça fait pas mal de sujets à traiter. C'est bien. On a bien fait de poser la question. Ça va permettre d'alimenter effectivement de prochains webinaires pour la nouvelle année. Ce qu'on s'était dit, comme ça, on prépare ensemble les prochaines interventions. Juste à titre d'information, on a d'ailleurs plusieurs entreprises sont membres d'ailleurs parmi ceux qui sont présents aujourd'hui, un cercle de veille et d'échange qu'on appelle Navigacom Networking Group, NNG en fait, et on traite 7 sujets dans l'année. Donc typiquement, on va faire le premier sujet de l'année le 31 janvier sur le Smart Building, donc où c'est beaucoup plus détaillé que là, puisqu'on passe une demi-journée sur le sujet. Et puis il y a d'autres sujets qui vont être le cloud souverain, sécurité IT, OT et IoT. Donc vous voyez des thèmes qui peuvent vous intéresser parce que vous disiez la convergence LAN Wi-Fi, avenir téléphonie fixe, operating model et SASI. Donc c'est des sessions que l'on anime où on fait à la fois un état de l'art, un état du marché, un benchmark entre les entreprises qui sont membres et puis des retours d'expérience de clients sur ces différentes thématiques-là. Donc c'est pareil, c'est quelque chose qui vous intéresse pour approfondir, n'hésitez pas à nous contacter par la suite. Voilà. Et pour aller plus loin, voilà, si vous avez au-delà vous dans vos organisations quelques problématiques à traiter, n'hésitez pas à nous solliciter. En tous les cas, on a bien pris en note les différentes thématiques à adresser pour les prochains webinaires de 2024. Donc comme ça nous donne la matière et voilà, on vous invitera avec plaisir pour que vous puissiez participer et puis qu'on échange sur ces thématiques-là. On a retenu le timing quasiment. Si vous avez des questions, c'est le moment. Ou
si vous en reste, ou sinon, on peut se quitter ici. Merci beaucoup pour la présentation. Merci à vous tous pour votre participation. Puis voilà, on est à vos dispositions si vous avez des questions un peu spécifiques ou des choses que vous souhaitez approfondir. N'hésitez pas à nous contacter. Moi ou Iman, voilà. Merci à vous. Bonne Merci à journée. tous.